enregistrer un petit backup. Hop. Oui. Ah d'accord, bah oui, non, mais bien sûr, je ne vais pas vous obliger à écouter un cours qui n'est pas le vôtre. Au revoir. Euh, alors, hop. Donc, voilà, donc bienvenue dans ce séminaire de master sur la méthodologie de l'histoire littéraire française. Et comme je vous l'ai dit, ça va être un cours extrêmement expérimental. On va tester en fait des questionnements sur ce que l'IA générative et plus généralement ce que les perspectives numériques font à l'histoire littéraire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce cours va prendre cette forme-là en particulier? C'est parce que depuis quelques années, depuis le début des années 2020, il y a une transformation énorme de la manière dont les étudiants travaillent avec les outils numériques, et vous en êtes forcément vous-même très conscient. On utilise désormais massivement l'IA générative pour produire des résumés, pour produire des devoirs, et du coup, ça a changé en profondeur ce que c'était que nos propres travaux, ce que ça signifie en fait de se former aux études littéraires, ce que ça signifie de se former cognitivement à ces objets-là, ce que ça signifie travailler sur l'histoire littéraire, parce que c'est pas la même chose lorsqu'on travaille sur un canon de textes ou lorsqu'on travaille sur des objets de manière massive. Et donc ça pose vraiment beaucoup de questions. Alors je ne sais pas pourquoi là ça fonctionne plus cette histoire-là. C'est Internet qui plante ou... Alors, parce que là je voulais vous présenter le cours en ligne et ça va être beaucoup plus difficile si je n'ai pas accès à Internet. Alors, voilà. Oui, 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 bien sûr, allez. Ah oui, c'est cours en ligne qui a planté. Et- Ah oui, non, mais c'est bien. Bon, alors la première chose que je voulais faire, c'était en fait faire un tour de table, vous inscrire sur le cours en ligne et vous poser quelques questions. Si le cours en ligne ne fonctionne pas, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ce que je vous propose, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire de loin. Bon, c'est pas très lisible parce que j'ai mis tout le cours et les différents éléments du cours, ils vont être aussi sur un pad en ligne qui est accessible de manière ouverte. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir accès forcément au cours en ligne. Vous pourrez aller voir directement là-dessus. Simplement, il faudrait mieux quand même qu'on éteigne parce que enfin, vous arrivez à voir quelque chose au tableau? Parce que là, il y a un peu plus lisible. Que je pense qu'il doit y avoir moyen d'avoir un entre les deux. Attendez, on va voir s'il y a pas. Oui, peut-être c'est mieux comme ça, plus ou moins. Bon, on va peut-être on va tenter. On va tenter. Alors, est-ce que lui, il est de retour? Oui.
Hop. Non, c'est pas celui-là que je veux. Je vais essayer de me connecter pour pouvoir vous inscrire. Donc, ce que je voulais vous proposer, en fait, c'était donc d'abord de vous présenter un petit peu le principe général du cours, vous inscrire sur le cours en ligne, vous poser des questions sur votre propre rapport à l'intelligence artificielle générative, si vous l'utilisez ou pas, si vous voulez pas en entendre parler, si c'est quelque chose qui vous rebute ou au contraire que vous utilisez, et vous expliquer un petit peu ce que je vous proposais comme manière de vous investir, de vous mobiliser dans le cours et le grand plan du cours. L'idée, en fait, c'est vraiment de revoir les grandes théories de l'histoire littéraire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un corpus, qu'est-ce qu'un genre, qu'est-ce qu'un style. Donc toutes ces notions qui sont des notions qui sont au centre de notre manière d'aborder l'histoire littéraire et essayer de voir ce que le fait d'avoir accès et à des outils numériques et en particulier à des outils d'intelligence artificielle qui recombine complètement la manière d'accéder à ces objets, fait à ces notions. Et donc l'idée, ce sera en fait vraiment d'avoir une approche critique aussi bien de ces technologies que des technologies de l'étude littéraire, voir comment est-ce que on va repenser ce que c'est qu'un texte, ce que c'est qu'un auteur, ce que c'est que la littérature à la lumière de ces nouveaux outils. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils aussi pour aborder autrement ou automatiser en partie un certain nombre de ces usages et penser aussi de manière critique sur ce qui ne change pas ou ce qui n'a pas lieu d'être transformé par ces outils et comment est-ce que, quelle est notre place en fait aussi en tant qu'être humain dans cette nouvelle reconfiguration du rapport à l'écrit, du rapport au texte qui est produit par ces grands outils de génération textuelle. Euh, donc, d'une certaine manière, cette introduction, c'est aussi une introduction sur ce que j'ai appelé l'analyse industrielle de la littérature. On pourrait dire que c'est un petit peu un gros mot. Pourquoi analyse industrielle de la littérature? Ça fait référence à la fin du 19, enfin, au début du 19e siècle, où on avait Sainte-Beuve, qui était un des grands critiques de la littérature fin 19, au milieu du 19e siècle, contre lequel Proust s'était inscrit, puisqu'il a écrit une grande partie de son œuvre, Marcel Proust, en contre Sainte-Beuve, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses essais contre Sainte-Beuve, et en particulier contre la vision biographique de Sainte-Beuve, qui mettait en avant ce qu'on a appelé depuis voilà, la relation entre l'œuvre et la vie, l'idée que c'est l'homme et l'œuvre, on peut comprendre une œuvre en fonction d'une analyse biographique de celui qui l'a ou celle qui l'a produite. Euh, Sainte-Beuve, il s'était inscrit contre ce qu'il appelait justement la littérature industrielle. Qu'est-ce que c'était que la littérature industrielle? C'était la littérature qui avait été produite par les transformations profondes du champ littéraire au début du 19e siècle, suite à la Révolution française, suite aux transformations de la société française qui passait d'une société aristocratique de caste à une société de classe beaucoup plus désorganisée qu'auparavant, transformée aussi par le capitalisme en tant que système économique qui allait permettre à des entrepreneurs en lettres, à des entrepreneurs de littérature, de capitaliser sur la production textuelle d'un certain nombre de personnes et d'engranger, de produire des textes, de produire des livres à une échelle qui était inimaginable auparavant. Donc il faut bien voir qu'il va y avoir des phénomènes de concentration industrielle dans les mains d'un certain nombre d'éditeurs, de maisons d'édition
en particulier celles qui produisent des livres pour la classe et les écoles, etc., qui va leur permettre de produire des livres à une échelle qui était impensable auparavant. Et on a aussi une forme d'industrialisation de l'objet livre lui-même, puisque on passe d'un livre qui était produit en fait largement artisanalement avec des techniques qui étaient encore celles de Gutenberg au début de l'imprimerie, à un livre qui de plus en plus va profiter des transformations de la technologie à l'époque. En particulier, on a ce qu'on va appeler le clichage, qui est en fait une conséquence de l'invention de la photographie. Donc jusqu'à présent, pour reproduire un livre, on était obligé de composer lettre à lettre les différentes pages du livre. Et c'est un travail qui est extrêmement long et qui prend beaucoup de temps et qui immobilise aussi les caractères typographiques qu'on ne peut pas réutiliser pour faire autre chose. Et on va inventer, dès la fin du XVIIIe siècle, un procédé qui s'appelle la stéréotypie, qui va permettre de faire des moulages en plâtre de ces pages et de reproduire ces moulages à l'identique. Puisque une fois qu'on a un moule en plâtre en creux d'une page, eh ben, on peut faire couler du plomb à l'intérieur et du coup avoir une image prête à être reproduite, une matrice typographique prête à l'emploi qui permet de reproduire telle quelle la page. Donc c'était une première technologie qui allait permettre déjà de démultiplier la production de livres en particulier de périodiques, parce qu'au départ, on a publié ça, on a inventé cette technique pour les journaux et les revues, parce que ça permettait, par exemple, au lieu d'avoir une seule page, ou alors d'être obligé de recomposer 5 fois ou 10 fois les pages, d'avoir 10 copies de sa page d'avoir 10 machines à imprimer qui tournent en même temps et donc multiplier la vitesse à laquelle on imprime. Et ça va être encore démultiplié par l'invention de la photographie qui va permettre de faire une image très rapide de la page et de la reproduire à l'identique sur des rouleaux. On va avoir justement la création de la rotative dans les années 1860 qui va permettre d'imprimer beaucoup plus rapidement parce qu'au lieu d'avoir un mouvement d'impression qui était là aussi celui de Gutenberg où il fallait un mouvement assez lent finalement de levier qui allait imprimer la page sur la matrice typographique sur la feuille. On va avoir une impression sur une espèce de feuille de métal avec une très petite différence de niveau qui va permettre du coup de faire rouler les feuilles les unes derrière les autres et là aussi d'imprimer beaucoup plus rapidement puisque au lieu d'avoir tous ces mouvements de montée, descente et d'impression, on a une impression en continu qui va aussi permettre, alors là vous voyez les images de films des années 70 où on a les rotatives ou avec les journaux qui défilent, ça permet déjà à cette époque aussi d'imprimer extrêmement rapidement. Donc on a une industrialisation de la matériel du livre qui fait il est produit beaucoup plus rapidement. Et puis, on a une industrialisation des pratiques, puisque parallèlement, ce que constate Sainte-Beuve, c'est que à cette industrialisation du livre en tant qu'objet matériel répond une industrialisation de ce que c'est qu'être un écrivain. Et là, c'est en particulier du côté des journalistes qui va critiquer ça, avec l'idée d'écrivains qui vont écrire non plus dans un régime vocationnel, c'est-à-dire qui n'écrivent plus par vocation parce qu'ils ont quelque chose à dire et ils veulent écrire quelque chose d'un point de vue esthétique, mais qui écrivent dans un régime de survie où il s'agit de faire de l'argent et du coup de contraindre ce qu'ils écrivent au public et à l'éditeur qui les paye. Donc en fait, une espèce de subordination de l'écrivain à la puissance économique plutôt qu'à la puissance esthétique. Et en particulier, cette idée qu'on va avoir des écrivains, alors donc, non seulement des journalistes, mais aussi des romanciers qui vont publier du coup de manière massive pour gagner le plus d'argent possible. Et ce qui va pointer du doigt en particulier dans cette littérature industrielle, c'est le roman, en particulier ce qu'on appelle le roman feuilleton, qui naît précisément dans la presse
dans les années 1830, qui est une innovation du journal Le Temps, qui va intégrer justement, enfin, qui va créer le feuilleton comme manière de faire revenir les lecteurs et d'assurer le plus de ventes de son journal possible. Parce que là, et donc il va faire appel à ce journal à des grandes plumes de son époque, comme Balzac ou autres, précisément parce qu'il savait que c'était ce genre d'écrivain qui allait faire vendre le journal. Et là aussi, donc, on a une transformation du rapport au temps et du rapport à l'écriture, où on n'écrit plus pour soi ou pour un public très large dans une espèce où on crée sa communauté de lecture autour de ça. On crée en fonction d'une commande, on crée au rythme imposé par le journal, donc non pas le rythme propre de l'écrivain, mais le rythme qui est celui de la presse quotidienne ou hebdomadaire. Donc ça veut dire qu'on a cette pulsion d'écriture qui est biaisée. Et puis on écrit selon un certain format. Il y a une standardisation de l'écriture parce que le feuilleton, en fait, au départ, qu'est-ce que c'est un feuilleton? C'est pas un format, c'est un endroit, c'est un lieu dans la page de journal. C'est une case qui est la case du bas de la première page et des pages éventuellement suivantes. Donc en fait, c'est une espèce de bande de journal dans laquelle on publiait des chroniques, des critiques littéraires ou autres. Et donc, les lecteurs savaient qu'à cet endroit-là du journal, il y avait une partie qui était plutôt littéraire, qui était plutôt de la chronique. Et donc, en fait, le roman feuilleton investit cet espace-là dans l'espace du journal et va trouver sa forme en partie euh, imposée par cette forme-là. Ça veut dire que donc non seulement on a un rythme qui est imposé, mais on a un nombre de signes imposés. C'est-à-dire que le chapitre, finalement, il va devoir faire tant et tant de signes parce qu'il faut remplir les différentes cases du journal. Donc, une fois de plus, ça signifie que la littérature se plie non pas à une contrainte interne qui serait celle de l'écriture, mais à une contrainte externe qui est celle de, il y a une case à remplir et il faut autant de signes pour que remplir la case. Et ça va donner lieu aussi à une certaine esthétique, l'esthétique sérielle, qui est celle justement qui est liée à l'idée de feuilleton. C'est que si on veut accrocher le lecteur et faire en sorte qu'il revienne à l'épisode suivant, on va inventer le suspense, l'idée que à la fin du chapitre, à la fin du feuilleton, il se passe quelque chose, le héros se retrouve dans une situation dangereuse où un nouveau personnage apparaît. Et donc ça va créer aussi donc, un effet structurel et esthétique puisque on va écrire dans cette espèce de continuité où le suspense devient l'élément structurant premier du roman. Et ça va produire d'ailleurs des romans qui ne sont plus du tout structurés de la même manière. Le roman n'est pas écrit là aussi comme un tout cohérent qui est pensé à l'avance avec un début, un milieu et une fin, et où on va produire des effets en fonction de la fin, en fonction de ce qu'on prévoit. Le roman est écrit au fur et à mesure de l'écriture, enfin de sa publication, en fonction de sa réussite ou de son échec. Et les grands romans feuilletons du 19e siècle, comment ça s'appelle, comme les mystères de Paris, ne sont pas écrits avec une fin en vue en fonction d'un plan préétabli, mais ils sont continués au fur et à mesure. Du moment qu'il y a des lecteurs, eh ben, on va trouver des rebondissements, on va inventer des nouveaux personnages, on va rajouter des épisodes annexes pour que la machine continue à tourner. Et si d'un seul coup, la vapeur tombe, si les lecteurs se lassent, s'il y a quelque chose qui marche plus, eh ben on va couper dans le roman. Et donc là aussi, une fois de plus, le roman ne s'arrête pas d'un point de vue logique parce que s'il y a une nécessité interne, mais il s'arrête
parce que il n'y a plus de public pour le lire. C'est la même chose aujourd'hui, par exemple, avec les mangas, quand ils sont publiés dans les revues japonaises de manière hebdomadaire, c'est en fonction de leur succès qui est mesuré par les réponses qui sont envoyées par les lecteurs qui répondent chaque semaine à des... comment ça s'appelle? Enfin, voilà, ils classent les différentes séries et c'est en fonction de ça qu'ils décident de poursuivre ou pas la publication, de publier des volumes, de les transposer en animé, etc., etc. Donc en fait, on a cette logique sérielle qui est déjà à l'épreuve. Donc voilà, on a déjà en fait au 19e siècle une pensée de l'industrialisation de la littérature et qui fait que la littérature devient un phénomène massif, un phénomène qui ne peut plus être lu d'un point de vue par un humain de manière compréhensive et globale, et avec des mécanismes émergents qui sont produits par la masse même d'objets, de production, d'acteurs, et qui ne sont plus, qu'on peut plus vraiment comprendre et visualiser en tant qu'être humain. Jusqu'à présent, dans le système des belles-lettres qui existait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la littérature, en fait, enfin, et les belles-lettres, ça restait un phénomène qu'on pouvait appréhender globalement, si vous voulez. À la limite, ça aurait mis beaucoup de temps, mais on peut encore lire la totalité des romans qui ont été publiés au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. On peut lire la totalité des textes parce que finalement, le corpus reste relativement restreint et ça prend beaucoup de temps, mais on peut le faire. Le 19e siècle, c'est plus la même chose. Le 19e siècle, on est passé du côté industriel et on ne peut plus lire la totalité de ce qui a été produit au 19e siècle. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation à peu près équivalente, sauf que ce qui se passe, c'est que c'est au niveau de la réception et au niveau de l'étude même de ces objets qu'on va pouvoir être amené, nous aussi, à proposer des formes de lecture industrielle. Donc, quand je vais parler de lecture ou d'interprétation industrielle, je voudrais parler du même type de phénomène qu'on a vu au niveau du 19e siècle dans la production et la réception des textes. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont en particulier les outils numériques, les bases de données, l'accès à des textes numérisés, l'accès au plein texte et depuis quelques années désormais des agents d'intelligence artificielle qui permettent de produire des interprétations artificielles, qui permettent de lire les textes de manière massive. Et donc on peut se dire qu'aujourd'hui, ce qui était impensable il y a encore quelques années, c'est-à-dire l'idée de vouloir étudier la littérature à grande échelle, non pas en s'intéressant uniquement au canon, non pas en s'intéressant uniquement à certaines grandes périodes, à certains grands genres, à certains textes qui ont marqué l'histoire littéraire. Désormais, on pourrait essayer de lire globalement ce qui a été produit de l'histoire littéraire parce qu'on a accès à des outils qui permettent de le faire, qui nous permettent en fait d'avoir un accès médiatisé, parce que forcément on pourra jamais tout lire nous-mêmes, mais qui permettent de faire des résumés ou d'accéder de manière ciblée à des objets qui jusqu'à présent étaient complètement inaccessibles. Ce que ça va faire, évidemment, c'est que ça va transformer en profondeur les notions mêmes de ce que c'est que l'histoire littéraire et le récit traditionnel de l'histoire littéraire. Parce qu'à partir du moment où on ne s'intéresse plus uniquement au canon, mais où on s'intéresse à la globalité de ce qui a été publié, imprimé, euh, et à partir du moment où on s'intéresse pas seulement aux grands auteurs, aux grands textes, aux grandes œuvres, la définition même de ce que c'est qu'un auteur, ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'un corpus va changer. Et on va être obligé de changer en fait nos propres définitions parce que ces objets-là, il faut inventer ou redéfinir, il faut les inventer ou les réinventer ou les redéfinir pour qu'ils s'articulent avec les outils numériques qu'on va pouvoir imposer dessus. Donc voilà, c'était un petit peu le premier, le premier point très général. Euh, L'objectif de ce cours, ça va être ça, ça va être de se demander qu'est-ce que ces outils font à nos notions. Ça va nous obliger aussi
à revenir sur ces notions et à les réexaminer d'un œil un petit peu neuf. Donc on va s'intéresser vraiment à, je vous l'ai dit, hein, à ces grandes thématiques. Il y avait un texte de Antoine Compagnon qui s'appelle Le démon de la littérature, dans lequel justement il fait un peu un listing de toutes les grandes notions en littérature, l'auteur, le monde, le style, etc. Et il les critique, mais en disant, voilà, on en est arrivé là, comment elles ont, quelle est la généalogie de ces notions, comment est-ce qu'on peut aller au-delà. Il propose pas forcément de théorie ou de manière de les remplacer, mais en tout cas, il les aborde d'un point de vue critique. Là, c'est un peu la même chose qu'on va faire, mais en abordant depuis la question du numérique, c'est-à-dire depuis la question de qu'est-ce que le fait que la littérature aujourd'hui, ça se consomme en grande partie à travers des ordinateurs, des tablettes, des liseuses, des téléphones, le fait que la littérature, on va la travailler et on y a accès à travers des bases de données numériques comme Gallica, à travers des bases de données d'articles et de recherches en ligne comme Cairn ou comme Isidore ou comme le Sudoc. Alors, vous me dites si jamais il y a des mots que je vous dis que ça vous dit rien du tout. Normalement, en méthodologie du mémoire aussi, vous avez dû voir un petit peu ça ou en parler. Mais s'il y a des bases de données ou des outils sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on pourra le faire. Donc, en quoi est-ce que le fait que désormais, travailler sur la littérature, qu'on le veuille ou non, c'est travailler à partir d'un matériau qui en grande partie existe sous forme numérisée, et que même si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de téléphone ou rien, et que vous lisez tous vos livres sur du papier, vous êtes dans une société où toute la production, la réception, la distribution de ces textes se fait grâce à des outils numériques. Et en fait, on n'échappe pas, même si on veut vivre de manière complètement artisanale, on n'échappe pas au reste de la société qui, elle, fait tout ça. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la manière dont on étudie la littérature? Et grosse question qui va vraiment être celle qui va essayer de nous interroger principalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors que on a des modèles de langage en particulier qui sont distribués de manière massive par des entreprises comme ChatGPT, comme Amazon, comme Google avec Gemini, comme Claude, enfin avec Anthropic. Donc on a de plus en plus d'outils qui en fait représentent des espèces de mémoire de la littérature et de l'écriture qui sont distribués de manière massive par des dispositifs qui désormais sont dans les mains de tout le monde et qui servent désormais d'écran ou de médiation, qui sont les principales écrans de médiation au texte et à la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue esthétique? On verra aussi à quel point ça change des choses du côté des écrivains, où on a de plus en plus désormais d'écrivains qui réfléchissent à qu'est-ce que ça implique dans le processus d'écriture, l'existence de ces objets, avec des écrivains qui sont parfois complètement, qui s'approprient complètement ces techniques. Il y a une écrivaine japonaise qui a eu le prix Akutagawa, qui est le plus grand prix au Japon des romanciers, qui a avoué que je ne sais plus, c'était 10% de son roman ou quelque chose comme ça qui était écrit avec ChatGPT. Donc en fait, qu'elle utilisait ChatGPT comme co-écrivain. Et on a des écrivains, on verra, on va avoir l'occasion d'en parler de beaucoup plus en détail, qui ont intégré ces outils-là directement dans leur pratique. Et évidemment, c'est une pratique qui est aussi intégrée désormais dans le travail de vos professeurs aussi, parce que vos professeurs, même ceux qui vous disent non, n'utilisez pas l'IA générative, ne touchez pas à ChatGPT, maintenant ils sont tous sur ChatGPT. Donc tout le monde utilise largement ces technologies-là pour produire du savoir, de la connaissance ou étudier les œuvres. Et évidemment, les étudiants eux-mêmes le font de manière massive. Et donc là, c'était aussi un questionnement que j'avais moi en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qu'on fait quand en face de soi, on a des étudiants qui désormais font toute leur dissertation entièrement avec ChatGPT, voire leur mémoire de master entièrement avec ChatGPT. Là, je viens de corriger 7 ou 8 mémoires de master.
90% a été écrit avec de l'IA générative, deux ou trois étaient écrits entièrement avec de l'IA générative. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une phrase qui n'avait pas été produite par de l'IA générative. Ça se voit énormément. Je peux vous le dire, enfin, il y a tout un ensemble de points qui est très visible. Les titres, par exemple, vous savez que ce genre d'outil a tendance à suivre les normes anglo-saxonnes, donc il va mettre des majuscules à tous les mots d'un titre, quelque chose qu'on fait absolument pas en français. Si vous voyez un titre avec marqué avec des lettres, des majuscules à chaque mot, ce titre a été généré par une IA. Il y a des stylèmes qui sont des éléments de style qui sont typiquement produits par ce type d'outils. Il y a une phrase qui revient par exemple énormément, c'est une négation pour définitoire. Pour définir un objet, on va commencer par dire ce qu'il n'est pas. Donc, ce n'est pas seulement ceci, mais, etc. Ça revient systématiquement. J'ai eu des mémoires qui c'était quasiment toutes les deux phrases. Euh, donc voilà, c'est très embêtant. Moi, c'était une espèce, un élément de style que j'utilisais assez. Et maintenant, c'est horrible parce qu'on ne peut plus utiliser parce que ça fait IA. Et bon, les bullet points, on n'en parle pas. Enfin, voilà, des éléments. Donc le problème, c'est que tous ces éléments-là, ces outils-là, ils sont aussi utiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de dire on vous interdit d'utiliser un dictionnaire, on vous interdit d'utiliser une encyclopédie. Même aujourd'hui, pendant très longtemps, c'était n'utilisez pas Wikipédia. Maintenant, c'est ben, quand même Wikipédia. Qu'est-ce qu'on ferait sans Wikipédia? Euh, Clairement, on est à un moment de bascule où ces outils-là vont aussi être intégrés dans ce qu'on va appeler toutes les formes d'externalisation de la mémoire et des compétences de l'être humain. C'est quelque chose, alors là, si vous voyez, si vous allez lire un anthropologue comme André Leroy-Gourand, il a beaucoup travaillé justement sur cette question de l'externalisation des compétences et des technologies humaines. L'être humain étant défini précisément par sa capacité à externaliser les outils qui sont au contraire intégrés morphologiquement chez les autres animaux. Donc l'être humain a externalisé ses moyens de mâcher. Il n'a pas des très grandes dents, mais il a des armes, il a des couteaux et des fourchettes, et il peut cuire les aliments et du coup les manger. Manger des aliments qui nécessiteraient une dentition beaucoup plus énorme pour les autres animaux. Il a externalisé donc ses griffes, il a des couteaux, des rapières, etc. Il a même produit des éléments qu'il n'avait pas, des ailes, etc. Donc il est capable de voler alors que il n'est pas un oiseau qui ne l'a pas créé de manière évolutive. Et il a aussi de plus en plus externalisé sa mémoire. Et on reviendra en particulier sur ces questions-là. Enfin, ce qu'on a appelé les belles lettres ou la littérature ou les savoirs et en grande partie toute la culture du livre, de l'imprimé, c'était toute une culture de l'externalisation de la mémoire et du savoir qui a permis aux sociétés humaines de grandir et d'accumuler des connaissances qui n'existaient pas auparavant et qui ne pouvaient pas être accumulées dans la mémoire humaine singulière. On a vu ça. Alors, c'est quelque chose que Platon va critiquer, hein. On a des dialogues socratiques justement où il critique le livre parce qu'il dit le livre c'est horrible parce que on perd sa mémoire. On n'est plus capable de retenir et de par cœur la totalité parce que on a un livre qui nous permet du coup de se reposer sur un savoir externe et donc on n'internalise pas et donc on se repose et on devient paresseux. Alors vous voyez bien que toutes les technologies en fait d'externalisation de la mémoire qu'on a pu voir se créer au fur et à mesure des siècles euh, ont subi la même critique à chaque fois, c'est on est en train de devenir paresseux et on est en train de déléguer à des machines ou de déléguer à des objets externes une compétence cognitive humaine. Donc ça a été la même chose avec l'invention du télégraphe, du phonographe, on en reparlera, etc. Et maintenant c'est la même chose avec l'invention des LLM. Et on reviendra sur cette définition-là. Les grands modèles de langage, les grands modèles de vision, etc. On appelle ça de l'intelligence artificielle, mais en grande partie c'est surtout de la mémoire artificielle. Parce que ces outils, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des outils qui ont été entraînés sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de documents pour en créer des espèces de représentations statistiques globales.
qui permettent du coup d'avoir une espèce de représentation synthétique de tout un savoir dans lequel on va pouvoir se promener, qu'on va pouvoir explorer. Alors, on reparlera un peu plus en détail justement de manière ontologique, on va dire, sur ce que c'est que ces objets-là, qu'est-ce que c'est que ces mémoires artificielles qui synthétisent un peu à la manière dont fonctionne le cerveau humain, des savoirs où la mémoire n'est plus, comme dans les archives anciennes, conservée comme une trace stable qui peut être remobilisée dans la forme qu'elle avait au départ, mais qui va pouvoir halluciner, qui va pouvoir être reproduite et générée de manière complètement aléatoire et qui va pouvoir prendre des formes inattendues et donc en même temps qui ne permet plus ce retour à la source, ce retour à la trace. Mais donc, comme je disais, c'est surtout des manières gigantesques d'accumuler de la mémoire et de poser des questions. Et donc là, en tant qu'être humain, on se retrouve avec, pour la première fois, une forme de mémoire externe avec laquelle on peut dialoguer de manière traditionnelle, on va dire. Jusqu'à présent, lorsqu'on avait des mémoires externes qu'il allait falloir interroger, on avait une forme d'acculturation et de connaissances à développer sur comment est-ce qu'on avait accès à ces traces du passé. Ça voulait dire que lorsque vous aviez, pour apprendre à utiliser une bibliothèque, par exemple, les bibliothèques, c'était les grandes bases de données dans lesquelles une société va conserver justement une mémoire des textes qui sont importants et qui doivent faire l'objet d'une conservation et d'une redistribution. Euh, on va pas comme ça dans une bibliothèque. Il y a tout un savoir-être et un savoir-vivre qui implique une transmission et un apprentissage de ce que c'est qu'une bibliothèque et comment elle fonctionne, comment fonctionne un catalogue de bibliothèque. Alors, le catalogue papier au départ, où il fallait apprendre, il fallait connaître l'ordre alphabétique, il fallait savoir lire, il fallait être capable de savoir, de repérer des entrées matières pour savoir comment est-ce qu'on était classé le contenu. Une fois qu'on avait une cote, il fallait savoir comment est-ce qu'on lit une cote de bibliothèque, qu'est-ce que ça implique sur la position du livre dans la bibliothèque, où est-ce qu'on allait le trouver, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de savoirs à apprendre. Même chose dans le savoir même livresque. On apprend comment fonctionne un livre, en particulier un livre universitaire. C'est un système d'adressage du savoir qui va vous dire où est-ce que vous allez trouver telle ou telle information et comment on va s'en servir. Toute la culture livresque qui a été mise au point depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est une technologie pour utiliser les livres comme outil pour retrouver des savoirs et organiser la connaissance. C'est le système des sommaires qui vous permet de savoir ce que contient un livre et comment vous repérer à l'intérieur. C'est le système des index qui va aussi là vous permettre de vous promener dans le livre en fonction d'informations que vous cherchez précisément, de thématiques, etc. C'est la pagination, hein, tout simplement, qui vous permet là aussi, par rapport au rouleau de l'Antiquité, qui était beaucoup plus difficile à manipuler, qui permet de dire, ben voilà, telle information, on va la trouver à telle page, à tel endroit, et de partager cette information avec d'autres personnes. C'est le système des notes de bas de page et des références, qui non seulement nous permet de retrouver des informations dans le texte, mais qui va permettre de créer un réseau textuel qui fait qu'un livre, c'est pas simplement une information contenue en elle-même, mais très souvent, c'est euh, lui-même une base de données qui renvoie vers d'autres livres que vous allez pouvoir réutiliser et lire. Et donc, c'est en fait une porte d'entrée vers le reste de la bibliothèque. Donc, jusqu'à présent, il fallait apprendre à comment utiliser tout ça. Ensuite, il y a eu tous les outils numériques, hein, les bases de données comme Gallica, comme les catalogues numériques qui ont imposé un autre type de savoir et d'autres compétences sur la manière de retrouver le savoir. Donc ça signifiait savoir utiliser un moteur de recherche, savoir utiliser des mots-clés pour retrouver des informations, faire une recherche dans un texte en mode texte complet pour pouvoir retrouver les mots qui vous intéressent, pour retrouver les passages intéressés. Ça a mis d'ailleurs un arrêt à la notion même d'index, parce que il n'y a plus d'intérêt à ce qu'il y ait un index désormais dans un livre du moment qu'il est numérisé, parce qu'on peut faire une recherche directement en plein texte.
Mais la disparition de l'index, ça signifie que disparaît aussi une certaine porte d'entrée, parce que l'index, c'était pas simplement une liste de notions, c'était aussi justement une liste de notions sélectionnées qui permettait de savoir et de rendre visible ce qui était disponible dans un ouvrage. Et le fait de ne plus avoir d'index, ça signifie aussi en fait que disparaît cette porte d'entrée. Or, aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle, ils ne fonctionnent pas donc selon ce principe d'apprentissage, ils fonctionnent sur le principe du dialogue traditionnel, c'est-à-dire qu'on va parler avec les chatbots, ils portent bien leur nom, hein, ce sont des outils de génération textuelle, mais qui sont fondés sur le dialogue euh, euh, en langage naturel, en leur posant des questions comme si on parlait avec un être humain, avec toute une manipulation, parce que tous ces outils ont été pré-entraînés et conçus par les entreprises qui les ont conçus, justement pour donner cette illusion qu'on parle avec quelque chose qui a une identité et qui est une entité. Et ça va dès le départ, la création même des premiers chatbots. Ils ont été pensés en fait sur le modèle du dialogue psychanalytique. Le premier chatbot, c'était un chatbot qui s'appelait Elisa, qui était en fait pas un chatbot du tout d'intelligence artificielle comme on a aujourd'hui, mais qui était fondé sur l'idée d'avoir une série de réponses automatiques. Et lorsque l'algorithme, le programme, repérait certains mots dans ce qu'on lui tapait, il envoyait une réponse de manière automatique. Alors c'était très simple, hein, c'était s'il y avait le mot bonjour, et ben, il allait dire aussi bonjour, comment allez-vous? S'il y avait certains mots comme mère, etc., et ben, il allait dire ah ben, parlez-moi de votre mère. Si ça finissait par une question ou quoi que ce soit, il disait est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus, etc. Et en fait, rien que ce simple système de règles qui permettait à l'être humain d'avoir l'impression qu'il avait en face de lui une conscience et une forme de communication, ça a été le premier le modèle en fait de création de cet effet d'intelligence artificielle, parce qu'on croyait avoir quelque chose qui était intelligent en face, alors qu'en fait on avait un simple algorithme qui répondait de manière automatique. Et donc ce premier chatbot, Elisa, a été un peu la matrice de tous les chatbots aujourd'hui, et on en est encore aujourd'hui à penser ces outils-là sous la forme du dialogue. Donc c'est tout ça pour vous dire, voilà, qu'on a euh, du coup un rapport avec la mémoire, un rapport avec les grands textes du passé, un rapport avec le canon qui est totalement biaisé par cette nouvelle forme de rapport à la connaissance et comme je le disais, un rapport qui impose non plus une forme d'apprentissage très complexe, mais qui mobilise simplement le dialogue traditionnel, le bavardage d'une certaine manière. Donc là aussi, ce sera un questionnement sur qu'est-ce qu'on fait qu'on est face à ces outils et est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'interroger ces mémoires artificielles que à travers le bavardage. Et aussi, qu'est-ce qu'impose le bavardage? Parce que en ce moment, on a énormément de publications et d'articles de recherche, par exemple, qui disent, ben voilà, j'ai dialogué avec ChatGPT sur tel genre, ou je lui ai parlé de telle théorie du langage, ou je lui ai demandé, est-ce que tu es un lecteur, etc. Et on a une simple mise en scène de ce débat sans questionnement des implications éthiques, épistémologiques, intellectuelles, sans questionnement technologique, tout simplement sur quels sont les modèles qui sont utilisés, est-ce que cette expérience est reproductible, etc. Donc il n'y a pas en fait de protocole expérimental qui permettrait d'utiliser vraiment tout ça. Donc ça va être aussi une des ambitions de ce cours et de ce séminaire, c'est de réfléchir à la définition de véritables protocoles de recherche sur comment est-ce qu'on utilise ces outils pour faire vraiment de la recherche et pas faire simplement du bavardage. Euh, voilà pour l'introduction très 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 générale. Je vous propose d'abord de prendre vos questions si vous en avez et après de faire une petite pause avant de vous inscrire sur le cours en ligne. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Parce que je vous ai fait très peur. Non, ça va. C'est bon, alors on fait une petite pause de 10 minutes et puis ensuite je vous inscris.
Non, moi c'est J chaud à Paris Nanterre. Oui, oui. Non, sinon, si ça devrait marcher aussi, mais les deux marchent. Deuxième question. Pour choisir comme sujet l'IA et la création littéraire. Ah bah oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous m'accompagnez? Bah, avec plaisir, oui, oui. Je fais une proposition de sujet. En combien de mots vous voulez Ça peut être très. Vous pouvez très bien. Euh, donc, je pense, est-ce que l'IA appauvrit ou enrichit la qualité? Ça appauvrira ou enrichira, parce que pas évidemment c'est très joli. Et en me focalisant sur un genre particulier et la fiction historique. c'est en plus, c'est une grosse question qui pose en ce moment sur l'enjeu de l'IA, justement, sur la mémoire collective et sur le. On va le voir aussi en discussion qui ont été faites par le ministère de la Culture parce qu'ils ont fait l'IA du débarquement, etc., avec des erreurs historiques monstrueuses. Voilà, donc ça a été. Voilà. Enfin, j'ai été un peu rushé. Non, mais oui, Donc, je vous fais une proposition. ben, n'hésitez pas. Et puis après, Je vous valide si ça est. voilà, de toute façon, se voir, on peut en dialoguer. Il faut trouver encore plus. Il faut trouver mais là, normalement, le cours doit vous aider. Je vais te le prendre tout ça. Pourquoi tu vas la faire sinon, Mais voilà, bravo. Non, mais j'espère que ça va. Je suis content quand même, même si c'est en Master 1. Mais du coup, votre mon thèse aujourd'hui, quoi. Ah, on dirait. D'accord. Et vous allez demander après une question. Vous allez finir. Et là, vous allez prévu faire une année en France. Ah oui, tout à fait. C'est comment dire, d'évite parce que j'ai un peu être bon, ça fait un peu trop longtemps et j'arrive master à docteur. Oui, mais en tout cas, c'est ce que vous avez. Ah, et puis, on pourra se voir dès que vous voulez. Parce qu'il faut aussi vous donner un mémoire de master, c'est ça? Voilà, donc voilà, on pourra discuter. Vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez fait pour la thèse, j'imagine. Vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez fait pour la thèse. Oui, peut-être que c'est comme ça. Bien sûr, je peux c'est la fin, mais je pense que peut-être d'accord. Et sur le même sujet ou sur d'autres choses? Ah oui, c'est ça. Bah, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Parce que j'ai eu un peu peur de bien vous avouer. Voilà. J'avais très peur qu'il y ait un problème avec je suis très reconnaissant, sincèrement. Et puis, pour ça, et puis, le procédure pour une trimestre. Donc, oui. Non, mais je suis heureux. Je suis heureux que ça y arrive. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie.
Est-ce que tout le monde est là ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Ah, c'est bon. Non. Alors, pour reprendre, alors ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter le cours en ligne et simplement on fasse un petit tour de table où vous présentez chacun. Je vous inscris sur le cours, comme ça vous aurez accès au cours en ligne. Et j'aimerais bien que vous me disiez juste en une phrase quel est votre rapport à l'IA générative. C'est-à-dire, comme je vous disais, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ouvertement ou de manière cachée? Et voilà. On va pas le- Ici, il y a pas de, voilà, il y a pas de sanction, il n'y a pas de jugement. Et au contraire, il y a une réflexion sur une transformation massive de nos processus de communication et de rapport au passé et à la culture écrite qu'il faut qu'on adresse. On ne peut pas juste faire semblant tous qu'on écrit tous nos textes et qu'en fait, il n'y a plus personne qui se lit et plus personne qui écrit. Donc voilà, soyez libres, enfin sentez-vous libres. Ben, je vous propose, on peut commencer avec vous si vous voulez. Ah oui, donc je vais juste vous inscrire. Edouard, EDARD. Alors, hop. Ça, c'est votre nom de famille? C'est le prénom. Ah, parce que... Je viens de lui faire. EDUARD. Oui, ah, pardon. OXF, BOITSEB. Le nom de ton nom. Alors, attendez, c'est tellement... Oh là 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 là. BOI. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que Ah, d'accord. là, je le sens qu'il cherche. Alors, attendez. On va chercher juste avec le temps de famille. B-O-I-E-P. BOITSEB. Alors, ça, c'est vous. Ça, c'est bien. Et donc, votre rapport à l'IA générative? Je l'utilise pas beaucoup, vraiment. Peut-être quelques fois l'année dernière, mais vous êtes plus pour rechercher des informations, pas pour générer du texte. Oui, voilà, ça m'intéresse aussi de savoir, voilà, est-ce que c'est un outil de... Est-ce que ça remplace l'encyclopédie? L'économie du temps. Voilà, non, mais voilà. Merci. Voilà, juste en une phrase, c'est très très bien. On passe derrière. H, A, H, P, A.
Voilà, hop, votre rapport à l'IA. Merci, on passe derrière, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'est extrêmement lent. Et votre rapport à l'IA, On peut utiliser quand je ne trouvais pas une information, mais j'ai jamais utilisé pour générer du texte. Et à titre personnel, ça me pose surtout problème pour tout ce qui est lié à l'art, Ah oui. parce que ça vole littéralement le travail des artistes. En fait. Donc, du coup, tout ce qui est génération d'images, ça, je suis vraiment engagée contre. Mais sinon, tout ce qui est de la génération de texte, je ne le fais pas, mais me dérange moins. Pourtant, là, il va y avoir d'avoir un énorme procès avec Anthropic, justement, la société qui est derrière Claude, qui a accepté de payer je ne sais plus combien de milliards parce qu'ils étaient attaqués par des ayants droit, parce qu'ils ont utilisé dans l'entraînement de leur modèle des données qui étaient pas du tout enfin, qui étaient entièrement sous droit. Et donc, en fait, enfin voilà, la question, elle se pose, on en reparlera, c'est une problématique qui se pose aussi au niveau des institutions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en ce moment, vous avez, par exemple, la Bibliothèque nationale de France, on en reparlera, qui met à disposition, non seulement vous avez Gallica, etc., mais vous avez aussi des API. Donc, ce sont des outils qui permettent d'interroger de manière automatisée, en fait, leur base de données. Et désormais, les entreprises comme enfin, comme OpenAI ou autres vont se servir sur ces données qui ont des données qui ont été produites par des générations et des générations d'archivistes, de conservateurs, etc. Ce sont des données qui sont censées être ouvertes pour justement être une forme de commun pour les personnes et qui désormais font l'objet d'une espèce de captation et on nous revend ces mêmes données par des abonnements au chatbot ou autre. Donc voilà, la question elle se pose aussi d'un point de vue collectif, institutionnel et de gestion des communs. Donc merci pour ça. On continue. BOE, hop, merci. Merci. On passe derrière, s'il vous plaît. Et pareil, on utilise rarement, j'ai utilisé quelques fois comme information précise, quoi, mais c'est pas. Mais je vais vous déboussoler en fait, moi, avec moi. Je sais. Ça, c'est Bonnet B. Hop, Et j'ai personnellement jamais utilisé des choses artificielles parce que j'avais besoin et aussi par choix entre ça on va voir. Peut-être derrière. Oui. chez Kelly, PA, c'est pas deux. Et personnellement, je l'ai pas mal utilisé avant, mais maintenant j'essaie de faire moins, faire beaucoup moins et maintenant je sais beaucoup. Vous pouvez nous dire aussi hein, si c'est pour. Parce que maintenant, il y a une grosse utilisation, c'est comme ami, en fait. Parce on lui parle parce que c'est le film Heure, vous voyez, qui est devenu la réalité. Alors, on continue devant. Alors, hop, oui, merci. Alors moi, c'est Lou Baccarin, B-A-C-C-A-R-I-N. Je parle chez Streetful et je pose moi, c'est des questions. Et c'est plutôt pour des raisons écologiques que j'ai utilisé. On fera justement, je pense, un cours aussi sur ces questions écologiques-là, parce qu'effectivement, ça dépasse l'entendement. Euh, Ça devient c'est mon nom de famille. Sarah Louise, c'est un nom complet. ah oui, Louise, c'est ça? Et j'ai bien utilisé
poser des questions par rapport Ok, on passe devant. Oui. Moi, c'est Christelle Bellet, B-E-U. Ah, mais alors vous, vous êtes en EAD, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, vous aurez accès à la version EAD. Vous avez déjà accès théoriquement. Euh, Moi, oui, je l'utilise pour des raisons. C'est très peu pour des recherches et surtout, c'est pour mes élèves. Ça donne- Merci. Jeanne Serrano, SE2RANO. Et donc, je pense que j'utilise beaucoup plus. Voilà, non, mais il faut oser le dire, il faut oser le dire. Logique et éthique. Mais finalement, ça m'est devenu utile, surtout quand je faisais mes exercices de latin. Genre, j'utilisais vraiment, vraiment ChatGPT pour faire mes exos. Pas pour qu'il me donne les réponses, mais pour que je puisse corriger et comprendre où est-ce que j'avais fait une faute, etc. Et même là, aujourd'hui, j'ai utilisé pour programmer mon ordi. Enfin, en vrai, ça m'est utile. Et... Mais c'est trop bien que vous ayez gardé votre téléphone. À la base, j'ai vraiment honte, mais maintenant, On verra à la fin du séminaire, on verra ce qu'il en est, si tout le monde a brûlé son ordinateur ou si voilà, vous êtes devenu accro. On continue. Ouais. Angèle Liébar, L-E-B-R. La technologie, c'est quelque chose. Euh, hop. Ouais, et oui, puis il y a euh, pas mal pour soumettre des documents, l'édition de documents, pour aussi pour condenser parfois Hmm, les documents sont déjà faits pour réviser. C'est pas mal. merci. Bah oui. Oui. C'est Pinson. PISON? LSON? Non. Non, juste comme ça. Euh, et votre prénom, c'est hop. Ok, on continue. Ah non, non, ok. Alors, dites-moi. Ah, Il va bien vouloir. Ok, c'est bon. Léo, moi, j'utilise un peu comme Jeanne. Enfin, quand on a des cours que je ne comprends pas ou des choses, des retours de professeurs, alors j'ai besoin de plus d'explications sur quand je fais des recherches. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en dehors des cours, j'utilisais jamais. Franchement, pendant les cours de vacances, je vais utiliser le support. Mais je l'ai comme c'est clair. Non, mais voilà, donc c'est comme une forme de béquille, c'est ça. Non, mais comme un dictionnaire, mais qui vous répond. Oui, Voilà. vraiment. Le titre. Merci. Merci de voir un peu comment fonctionne le chat GPT depuis des mois et des mois et des mois. Ça que j'ai pas mal de... Bon, ça va, on va rattraper tout ça. On passe derrière. Alors, oui. Oui, là, c'est partie des usages. Pouvoir parler dans une langue étrangère, c'est très, très, très utile. Alors, on continue. Pour la toute première fois, par curiosité, j'essaie de dialoguer avec, et plutôt pour m'amuser, on va dire. Et je vais dire, je vais passer mon chemin. Ça doit rendre Là, on va aussi tester pas mal de choses. L'idée, c'est aussi de vous présenter, parce qu'évidemment, il y a une forme d'hégémonie de ces modèles-là, de vous montrer d'autres modèles locaux qu'on peut faire tourner sur son propre ordinateur, qui sont produits de manière plus éthique. ces choses, donc je serais en aussi pour en apprendre plus, et se sentir en décalage si on Mm, n'utilise mm, pas, mm. de se sentir forcé d'utiliser parce que ça prend de l'ampleur. Voilà.
Mais d'ailleurs, enfin là, je travaille aussi avec sur des protocoles pour les institutions patrimoniales, par exemple, qui désormais, ben, c'est en train de transformer aussi les métiers de conservateur, d'archiviste ou autres. Et donc, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut rentrer dans le train de l'IA? Et parmi les guides de bonne pratique qu'on peut leur donner, c'est l'IA ou pas. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses, il vaut mieux ne pas intégrer d'IA, effectivement. Donc, c'est aussi une réflexion sur là où il ne faut pas mettre d'intelligence artificielle. Voilà. On va continuer. Donc, Pierre, Et alors, plutôt le nom de famille, parce que Jean-Pierre, je pense que ça va être compliqué. non. Hop, hop. Ouais. Donc, moi, j'étais chef d'entreprise jusqu'en mars cette année. À la date à laquelle j'ai pris donc, ma retraite, 65 ans. On utilisait beaucoup l'IA. Euh, on l'utilisait d'abord pour poser des questions juridiques, Oui. plutôt que de payer notre avocat. On l'utilisait pour les créations publicitaires, plutôt que de payer notre agence. On l'utilisait pour faire des synthèses lorsque on faisait des visios à plus de 10 personnes. Quand il y a 10 personnes qui communiquent dans une visio, c'est très compliqué de faire une synthèse à la main. Et donc, on faisait des synthèses directes par une IA dont j'ai oublié le nom. On a même posé des questions stratégiques à l'IA, qui a répondu de manière pertinente, puisqu'on a pu comparer sa réponse à une consultation qu'on avait faite auprès d'un cabinet de conseil. Et donc, on a pu voir que c'était tout à fait pertinent. Et on faisait surtout également nos pitchs. À une époque, il fallait des heures et des heures pour préparer un pitch. C'est-à-dire passer du texte au PowerPoint, en plus dans différentes langues. Là, en 5 minutes, on mettait le texte et on sortait 20 slides en anglais et en français. Donc, je vous la fais courte, on était absolument convaincus qu'on pouvait gagner 20 à 40% de productivité dans une entreprise comme la nôtre, qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est des enjeux considérables. Dernière précision, j'ai demandé à ce que tout mon comité de direction soit formé. Donc, on a fait venir des ingénieurs, parce qu'on voulait comprendre selon les mathématiques. C'est tellement extraordinaire la pertinence de ces modèles. Et on se dit, mais comment c'est possible? On arrive à sortir des choses aussi pertinentes sur des questions aussi pointues. Et donc, on a fait venir des polytechniciens qui nous ont expliqué ce que vous aviez mentionné tout à l'heure sur la statistique, la probabilité d'occurrence d'un mot lorsqu'un début de phrase est donné. Et avec ça, on fait de la synthèse, de la traduction de langue et de la réponse à n'importe quelle question. Donc, moi, je suis un fan. Je le dévoile. J'ai déjà pris contact pour solliciter la possibilité de faire un mémoire sur l'IA et la littérature sur un sujet que nous avons proposé pour voir si ça Non, mais et ça pose beaucoup de questions. Enfin, et d'un point de vue aussi, on va dire, politique et social, c'est aussi parce que l'IA, c'est une incitation effectivement à produire plus et avec moins. Et on a le même genre d'incitation du côté de la recherche. Et ça va être quelque chose qu'on va voir. C'était déjà une incitation qu'on voit du côté de la recherche depuis de très nombreuses années, à laquelle en France, on est relativement. Euh, on résiste alors que du côté anglo-saxon, par exemple, c'est perish, enfin publish or perish. Après, on avait une usine. On était habitué à mécaniser l'usine. Puisqu'en fait, tous les gains de productivité de l'usine viennent de la mécanisation, donc du remplacement de l'homme par la machine. Et là, on s'est rendu compte avec l'IA que c'était le top Oui, de oui. l'entreprise qu'on allait remplacer. On n'a plus besoin d'autant de juristes, on n'a plus besoin d'autant de personnes marketing, bientôt on n'a plus besoin de directeur général, tellement c'est efficace. Et donc, c'est un moyen, c'est un gain de productivité qui se fait sur la matière grise. Et en cela, c'est tout à fait à la fois passionnant et effrayant. Oui, non, mais et là, les grandes questions qui se posent en ce moment et qui se posent d'ailleurs
enfin, c'est une question de société, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va faire de tous les jeunes diplômés qui ont appris à faire du code et qui désormais n'ont plus de travail parce qu'en fait, le code, il est fait de manière à 70%, une IA peut le faire. Et donc, en ce moment, on a une chute de la baisse d'emploi des jeunes diplômés en informatique en particulier, ou aussi dans le tertiaire, parce qu'ils ont appris à faire quelque chose qui n'est plus, qui ne sert plus à rien, en fait. Et on n'a plus de codeurs juniors. Par contre, on a toujours besoin de codeurs seniors parce qu'on a toujours besoin de seniors pour vérifier quand même ce qu'a fait l'IA. Or, là, on est en train de ne pas produire les codeurs seniors du futur parce que si on ne leur donne pas de métier aux codeurs juniors, il n'y aura pas de seniors dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc, on a un moment un petit peu problématique et c'est un moment, je reviendrai, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. En fait, c'est pas la première fois hein, qu'on a une disruption technologique de ce terme, de ce type-là. La photographie a produit exactement les mêmes résultats, en particulier du côté, par exemple, de la gravure sur bois. La gravure sur bois, c'est une technique qui a été inventée à la fin 18e, début 19e siècle, ce qu'on appelait la gravure sur bois debout, qui était une manière de reproduire de manière très fidèle des images dans les textes. Et ça a permis, au début du 19e siècle, d'avoir des publications illustrées. En particulier, vous avez des grands des périodiques comme le Magazin Pittoresque qui ont permis de former aussi des générations et des générations d'illustrateurs et de graveurs sur bois qui ont appris leur métier. Et qui ont inventé même un métier, parce que les premiers graveurs sur bois, ça c'est apparu en Angleterre. On a fait venir des gens d'Angleterre en France pour former des graveurs sur bois en France qui ont inondé le marché avec leurs gravures. Et c'était quelque chose d'extrêmement fastidieux, long, complexe, qui demandait un gros apprentissage. Donc, ils devenaient très riches. En fait, il y a des entreprises de gravure sur bois qui ont gagné énormément d'argent en vendant leurs gravures, au point où ils en sont arrivés à, eux, racheter les éditeurs. Par exemple, il y avait une entreprise qui s'appelait ABL, c'était trois graveurs sur bois, qui a racheté le magasin pittoresque, qui au départ les payait pour faire des gravures. Et or, tous ces graveurs sur bois, ils se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain avec l'invention de la photographie, avec une technologie qui permettait de remplacer complètement ce qu'ils faisaient, parce que une grosse partie de la gravure sur bois, c'était pas de la gravure de création, c'est de la gravure qui servait à reproduire des images de manière massive. Et lorsqu'on a une technologie où on peut reproduire des images de manière encore plus fidèle qu'avec la gravure sur bois et à bien moindre coût et beaucoup plus vite, ils ont été remplacés en quelques décennies. Et ça a été une tragédie humaine. Il y a un graveur sur bois célèbre, par exemple, qui s'est suicidé parce que il a vu que ce qu'il avait appris à faire pendant des décennies n'avait plus aucun sens et que, il était remplacé par des machines. Et en même temps, on a eu un discours qui s'est mis en place, qui est exactement le discours qu'on voit aujourd'hui autour de la création assistée par IA et de la relation entre images générées par IA, par exemple, et images générées par humains. C'est un discours sur l'authenticité, le supplément d'âme de la création humaine et le fait qu'on ne remplacera pas l'humain. À l'époque, à la fin du 19e siècle, on avait des discours qui disaient la photographie, c'est un art mécanique. Ce n'est pas c'est de l'artisanat, ce n'est pas de l'art. Jamais une photographie ne sera une œuvre d'art. La photographie, c'est simplement appuyer sur un bouton et créer un objet. Or, c'était une manière de se défendre en fait contre ce qui apparaissait comme une forme de mécanisation d'une activité humaine. Or, évidemment, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a de la photographie artistique, il y a voilà, il y a un courant artistique qui s'est développé, et plus personne ne va dire que la photographie, c'est simplement appuyer sur un bouton et que c'est la machine qui fait tout le travail. Donc, aujourd'hui, on en est à peu près au même niveau avec ces outils IA. D'ailleurs, il y a des gens qui font de la comparaison entre la photographie et l'IA. Parce que lorsque vous envoyez un prompt, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une espèce de cliché d'un point dans le modèle qui a été produit par l'IA. C'est-à-dire, en fait, vous lui dites, va me chercher une information à tel endroit dans ta connaissance, et ça vous produit quelque chose. C'est comme, en fait, si vous étiez un photographe et que vous vous promeniez dans la nature et vous clissez à un endroit. Votre capacité à manier votre appareil va vous permettre de produire un objet
qui est à la fois produit par l'appareil lui-même, par votre savoir-faire sur l'appareil, par le monde qui vous entoure et qui apporte les informations. Donc c'est un travail collectif en fait avec plein d'acteurs différents, humains et non humains, qui sont intégrés au même endroit. Là, avec l'IA, c'est un petit peu la même chose. Avec le prompt, avec votre capacité, votre compétence, parce que je disais tout à l'heure, c'est simplement du dialogue. C'était un petit peu outrancier. En réalité, il y a toute une stratégie du prompt qui se met en place, une stratégie de l'invite, de la manière dont on peut prompter pour avoir des meilleurs résultats avec ces outils. Donc en réalité, il y a aussi un apprentissage qui peut se faire. Et donc on en est à cette période-là, mais on a les mêmes critiques et on va retomber sur les mêmes questions. Je suis désolé. Ah non, mais on en reparlera. De toute façon, l'idée, c'est que ce cours, ce soit aussi l'occasion, parce qu'on va revenir sur la manière de travailler. Vous serez toutes invitées à faire un exposé au moins devant. Ça fera partie de la note obligatoire. Donc, de toute façon, tout le monde va s'exprimer sur cette question de manière plus longue. Alors, est-ce qu'on peut passer derrière, s'il vous plaît? Oui, MURICE, c'est ça? Ah, pardon. Estelle, c'est ça. On va faire ça. On va essayer de voir aussi d'autres IA qui justement, par exemple, il y a une entreprise française qui s'appelle Pelias qui veut créer des modèles d'IA qui sont frugaux, alors c'est-à-dire donc qui dépensent déjà beaucoup moins d'énergie et qui sont entraînés uniquement sur des données libres de droit. Donc par exemple, qui sont entièrement entraînés sur les données que vous avez disponibles sur Gallica ou sur autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun travail sous droit qui aura été utilisé pour ça. Et c'est un enjeu non seulement éthique, mais en fait c'est un enjeu commercial parce que ça veut dire que voilà, des ministères, par exemple, peuvent utiliser ces outils-là sans avoir peur derrière d'avoir des procès. C'était vous. Oh, hop. En plus, légèrement par rapport au qui va en caractère de la part, ça peut être des manuels qui viennent pas les corriger. Et parfois, je ne dis pas 100% parce qu'il y a des erreurs, enfin, pas des erreurs. En fait, je comprends pourquoi elle fait cette erreur, après, il se reprend quand Oui, il faut toujours. Il s'excuse en voilà. plus, mais Ça permet de gagner du temps, même si avec un dictionnaire et avec un cours, en effet, on pourrait faire ce que je fais. Mais j'utilise de plus en plus parce que c'est quand même pratique. En plus, je me demande de générer deux exercices du même type. voilà, c'est ça. Ben, là, on voit, enfin, d'un point de vue pédagogique, on en reparlera aussi. C'est des outils qui sont en train de se mettre en place aussi. Est-ce que j'ai inscrit tout le monde? Oui. Vous êtes théoriquement, vous êtes déjà inscrite sur le cours si vous êtes sur le cours en distanciel, vous êtes déjà là théoriquement. Vous disiez votre. Vous y êtes. Alors, donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont je voulais qu'on travaille dans ce cours. Donc, ce sera une espèce de dossier. Alors, évidemment, euh, vous pourrez utiliser dans ce cours-là l'IA générative pour produire le dossier. Ce sera l'un des seuls cours où vous aurez le droit de le faire. Ce sera même euh, enfin, autorisé et conseillé parce qu'on va chercher à faire en sorte que vous puissiez aussi avoir une approche critique de tout ça. Donc moi, ce que je vais surtout vouloir, c'est que dans les productions que vous allez avoir, ce soit des productions avec un niveau méta, où tout ce que vous allez utiliser, penser et faire, ce soit systématiquement fait d'un point de vue critique, en se disant pourquoi est-ce qu'on utilise ça, quelles sont les limites, quelles sont les contraintes, quels sont les enjeux, on a dit, éthiques, intellectuels, épistémologiques, écologiques, et quels choix
vous allez faire justement pour mitiger ou par rapport aux enjeux ou aux questions qui vous semblent importantes. Et là, on va tester différentes choses, mais je vais vous présenter aussi des outils qui peuvent être utilisés entièrement en local sur votre propre ordinateur. Par exemple, il y a un des gros enjeux des intelligences artificielles et des modèles d'intelligence artificielle, c'est la captation des données qui est faite par toutes ces grandes entreprises. Parce qu'une entreprise comme OpenAI, comme Anthropic ou comme Google, pourquoi est-ce qu'ils vous donnent gratuitement accès à ces outils-là? C'est parce que, comme Facebook ou les autres, c'est vous le produit. Et donc, en fait, vous leur donnez des données d'entraînement qui sont extrêmement utiles pour eux derrière. Dès que vous utilisez cet outil-là de manière gratuite, tout ce que vous tapez dans la barre et toute la manière, non seulement ce que vous écrivez, mais toutes les réactions que vous avez, la manière dont vous cliquez sur tel ou tel bouton, etc., tout ça, c'est réinjecté dans le modèle qui va s'en servir pour améliorer de manière prédictive un moyen de faire de l'argent. Parce que derrière tout ça, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, attraper des consommateurs et leur vendre l'outil. Donc, leur vendre l'adhésion à l'outil. Donc, toutes ces informations-là, ce sont des informations qui sont réinjectées dans la boîte. Il y a ce qu'on appelle une forme de capitalisation algorithmique, où en fait, toutes les informations que vous donnez deviennent en fait une nouvelle forme de capital, qui est plus un capital du coup économique ou industriel ou matériel, mais qui est un capital d'interaction. En fait, ça va savoir quelles sont les interactions qui génèrent le plus de profit. Donc, du coup, ça peut être un enjeu très important de pouvoir utiliser des outils qui ne vont pas produire cette forme de capitalisation. Ou alors, enfin, pour vous, après, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Vous pouvez aussi dire, rien à faire, on y va, c'est parti les cocos. Mais on a des outils, donc on a des modèles qui sont des modèles open source qui vont pouvoir être utilisés sur votre ordinateur sans quitter sans être connecté à des serveurs externes et où du coup tout ce que vous allez produire comme interaction avec le modèle reste dans votre intimité, sur votre ordinateur et ne quitte pas ce lieu-là. On verra, il y a différents outils, par exemple un outil qui s'appelle Olama, on verra comment vous pouvez le mettre sur votre propre ordinateur où y avoir accès, qui vous permet justement de tester plein de modèles différents. L'autre idée, c'est aussi de gagner une espèce d'autonomie par rapport à ces outils. On va s'intéresser en particulier à la pratique qui est très développée en ce moment, ce qui s'appelle le vibe coding. Alors le vibe coding, qu'est-ce que c'est? On en reparlera un petit peu plus en détail. C'est une manière de faire du code qui a été décrite par alors je ne sais plus quel chef d'entreprise américain d'une grande entreprise justement de la Silicon Valley, qui a enfin, jusqu'à présent, il fallait soit on savait coder, soit on ne savait pas coder. On était obligé d'apprendre à coder de manière très très normée, avec des standards, etc. Aujourd'hui, on peut dialoguer avec des outils qui sont capables de produire du code extrêmement propre en tout cas, pour une production, pas forcément pour une production, si on veut du code qui va être à une échelle industrielle, ça peut être un petit peu dangereux, mais pour faire ce qu'on appelle des POC, donc je ne trouve plus mon nom proof of concept, enfin voilà, des preuves de concept d'outils, on peut créer des petites expérimentations en demandant à l'outil de générer du code qui va pouvoir, par exemple, chercher tous les termes qui font 5 caractères dans un texte ou extraire automatiquement telle ou telle dimension qui nous intéresse dans un corpus ou autre. Donc ce sera aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont, en tant que chercheurs en humanité, qui n'ont pas forcément de capacité à coder native, on peut se servir de ces outils-là justement comme béquille cognitive pour produire du code et devenir là aussi des chercheurs augmentés, des chercheurs qui vont pouvoir traiter des corpus massifs qu'on ne pourrait pas traiter
tout seul parce qu'on n'a pas la capacité de lire, on n'a pas ni une mémoire, ni une attention, ni un temps infini. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour traiter ces objets à l'échelle de manière plus ou moins automatisée? Donc là aussi, gagner une autonomie dans ce principe-là. Euh, et puis, donc, réfléchir, comme je le disais, aux grandes notions de l'histoire littéraire, voir en quoi le fait d'avoir accès à ces outils va transformer en grande partie la manière dont on pense la littérature. Et là, il y a une notion sur laquelle on va revenir beaucoup plus en détail à la prochaine séance, qui est la notion d'opérationnalisation qui va être centrale dans la manière de penser. Je vous donnerai des références et puis on va lire un texte de Moretti en anglais, mais sur cette notion d'opérationnalisation. Éventuellement, je le traduirai, je ne sais pas encore, mais euh, qui est en fait justement une question centrale sur comment est-ce qu'on passe de la théorie littéraire à un outil numérique qui permet de répondre à la question qu'a posée la théorie. Et là, on verra en détail, et on va en fait faire une série d'opérationnalisation, c'est-à-dire une série de se demander, voilà, on a une question de recherche. Par exemple, on fait une hypothèse sur ce que c'est qu'un auteur. On fait une hypothèse sur le genre du roman d'aventure au début du XXe siècle. On fait une hypothèse sur la narratologie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le flux de conscience, par exemple, en narratologie? On a des théories qui existent. Donc ça, on va pouvoir aller voir ce que la théorie dit en ce moment sur comment est-ce qu'on interprète un texte, qu'est-ce que c'est que tel ou tel genre. Et on va se poser la question, comment est-ce qu'on passe de cette théorie-là, qui est une description de l'objet, à un outil pratique qui nous permettrait de faire des tests sur notre corpus d'un point de vue numérique. Donc, en particulier, enfin, on le verra avec le texte de Moretti. Par exemple, il donne un exemple, c'est lorsqu'on a il y a une théorie sur la question de la place que prennent les personnages dans la narration. Et une idée, c'est comment est-ce qu'on mesure l'importance d'un personnage dans un roman. Une des manières d'opérationnaliser ça, c'est-à-dire de passer de la question qualitative à la question quantitative, c'est de se dire, ben, on va chercher ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut compter et qui va nous servir d'équivalent rationnel pour penser le texte. Et un des proxys, un équivalent rationnel de la notion d'importance dans le texte, ça va être simplement de compter le nombre de mots, l'espace textuel que prend chaque personnage dans la narration. Donc se dire, un équivalent de l'importance d'un personnage, c'est l'espace qu'il prend textuellement. Et donc là, ça veut dire qu'une fois qu'on a une définition standardisée, on va dire, on va pouvoir compter les mots et inventer un petit logiciel, par exemple, qui va pouvoir compter les mots ou les phrases quand tel personnage est sujet, par exemple, de la phrase. Et ben, on va compter le nombre de mots qu'il y a dans la phrase pour dire que ça, c'est un moment où tel personnage parle. Ou alors, beaucoup plus simple, si c'est une pièce de théâtre, et c'est l'exemple que donne Moretti, on va pouvoir compter le nombre de vers dans la pièce qui sont dédiés à chaque personnage. Et à partir de là, ça nous fait un équivalent quantitatif qu'on va pouvoir utiliser comme outil pour penser cette question de la valeur. Donc en fait, on passe, donc, comme je disais, du qualitatif au quantitatif. Donc nous, pendant toute notre travail, ça va être à chaque fois de se poser la question, comment est-ce que cette question de recherche, cette notion littéraire, on peut en donner un équivalent pour l'expliquer à une machine, en fait, et pour automatiser la tâche. Donc c'est pour ça que parlais tout à l'heure d'industrialisation de la lecture, c'est que d'une certaine manière, on cherche à automatiser des processus cognitifs et des processus de reconnaissance de valeur ou de jugement que nous, on fait de manière plus ou moins implicite et plus ou moins consciente lorsqu'on lit et lorsqu'on interprète, mais qu'il s'agit en fait
de standardiser et de penser vraiment comme des protocoles précis si on veut pouvoir les expliquer à une machine. Et d'une certaine manière, on le verra, on reviendra là-dessus plus en détail, c'est de toute manière ce qu'on fait lorsqu'on apprend à faire de l'interprétation littéraire à un niveau, que ce soit scolaire ou universitaire. Qu'est-ce que c'est l'interprétation telle que qu'on apprend à le faire à l'école? C'est un protocole de saisie d'un texte, de cadrage d'un texte, qui va contrôler la manière dont on interprète en disant quels sont les moyens légitimes ou illégitimes de lire un texte. L'interprétation universitaire, ça vous dit, oui, vous pouvez lire un texte en cherchant qui est l'auteur, en allant voir sa biographie, en recontextualisant le texte dans son contexte générique, stylistique, etc. Non, lire un texte, ce n'est pas projeter vos propres souvenirs, mettre en avant. Alors que pourtant, c'est une possibilité de lecture. C'est-à-dire que quand on lit un texte pour le plaisir, on se projette dedans, on lit des choses qui sont pas à côté. Le plaisir de lecture, pour une grande partie, ça c'est Roland Barthes qui le dit par ailleurs, c'est justement de faire une lecture qui serait illégitime d'un point de vue universitaire. Nous, ce qu'on va se poser comme question, justement, c'est ben, qu'est-ce que c'est qu'une lecture, une bonne ou une mauvaise lecture? Comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Et comment est-ce qu'on peut définir de tels protocoles? Donc, ça va nous obliger, en fait, et c'est ça qui me semble le plus intéressant par rapport à ce séminaire, c'est à conscientiser nos manières de lire pour pouvoir les expliquer à une machine et par là même essayer de théoriser un petit peu et de revoir ce que c'est que l'interprétation et ce que c'est que la lecture et ce qu'on fait en tant que chercheur et lecteur avec des textes. Quels sont les usages des textes et comment est-ce que ces usages sont modifiés par des outils comme les outils d'intelligence artificielle. Donc pour ce faire, je vous ai mis dans la description du cours les deux notes qui seront nécessaires pour valider le séminaire. Donc, il y aura une première note, ce sera une note de carnet de recherche en ligne. Euh, donc l'idée, c'est que ce soit quelque chose que vous fassiez tout au long du semestre. Surtout, ne faites pas ça au dernier moment, parce que sinon, voilà, ça va être très très embêtant. Et pour vous, parce que c'est pas agréable, et pour moi, parce que je devrais vous courir après en disant, mais où est votre carnet de recherche en ligne? Et, euh, et l'idée, donc voilà, je vous ai mis une liste, c'est de produire 6 courts billets. Là aussi, une fois de plus, donc court, ça veut dire 2000, 3000 signes ou 5000, 6000 signes au grand maximum sur ces questions-là, euh, en testant différents outils. Alors, sentez-vous vraiment complètement libre par rapport à la forme que ça peut prendre. Ça peut être des expériences où vous allez vous allez par exemple essayer de coder un robot pour compter automatiquement je sais pas, l'isotopie de quelque chose dans un texte, et vous allez documenter en fait votre travail, quel type de prompt vous avez fait, vos premiers échanges, le script qui a été produit, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, comment est-ce que vous avez amélioré les choses, le résultat, qu'est-ce que ça a donné, etc. Donc voilà des petits exemples de tests, euh, des, des réflexions éventuellement sur voilà, les enjeux éthiques, épistémologiques, intellectuels de ces outils. Là, on peut imaginer que vous pouvez aussi faire des comptes rendus de lecture des articles qu'on va partager. Donc à chaque séance, moi, je mettrai sur le cours en ligne, et je vous montrerai après la plateforme, je mettrai des textes qu'on va lire ensemble, des extraits, des liens vers des outils, etc., etc. Donc là, vous aussi, vous pouvez
euh, proposer des lectures ou des réflexions là-dessus. Et les exposés pourront être des exposés justement de restitution et de réflexion sur tel ou tel aspect. Donc par exemple, on peut imaginer que peut faire un exposé en faisant une synthèse de 3 articles, en montrant les oppositions entre différents points de vue. Et puis, voilà, après, plus des choses plus théoriques ou critiques, si vous avez envie de proposer votre propre apport là-dessus. Donc là, euh, donc ça peut prendre une forme relativement libre. Vous sentez-vous, si vous avez envie que ça prenne la forme d'une bande dessinée, d'une série de posts Instagram, de vidéos TikTok, d'un podcast, quoi que ce soit, c'est possible aussi. Moi, ce que je vous conseille et la forme que je vous donne, ce sera d'utiliser la plateforme padlibreon.fr, qui est une plateforme, un serveur en ligne que vous pouvez utiliser sur lequel vous pouvez vous connecter. Donc, il faut créer un compte, mais sinon, il n'y a pas de compte. Ça fait partie de. C'est mis à disposition par des associations qui veulent justement créer des communs numériques pour les gens qui veulent utiliser des outils qui sont plutôt low-tech, qui ne dépensent pas beaucoup de ressources écologiques et qui sont en même temps complètement ouverts. Donc, EdgeDoc, au départ, c'est un logiciel qui est libre et sur lequel n'importe qui peut créer son serveur EdgeDoc et le mettre à disposition de communautés. Donc là, c'est un serveur qui est à disposition de n'importe qui et qui vous permet en fait de créer des documents collaboratifs que vous pouvez partager en ligne. Et là aussi, vous pouvez choisir pour chaque document si vous souhaitez qu'il soit complètement fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui y avez accès, ou s'il est ouvert en écriture ou en lecture à d'autres personnes, avec ou sans nécessité de se connecter. Donc en fait, euh, pour, ce, pour utiliser ce logiciel, vous verrez, hein, voilà, c'est extrêmement simple. La syntaxe qui est utilisée, c'est la syntaxe Markdown. On pourra, si c'est nécessaire, faire un petit atelier où on s'entraînera à travailler là-dessus. Markdown, c'est un système de balisage de texte qui est extrêmement simple, qui vous permet d'écrire du texte en externalisant la syntaxe. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la structuration, vous avez est directement écrit sous forme de balises qui sont dans le texte. Donc, contrairement à un logiciel comme Word, qui est un logiciel qui s'appelle What you see is what you get, c'est-à-dire que dans Word, vous avez directement le texte tel qu'il sera imprimé sur la page. Et vous voyez pas le gras, l'italique, les niveaux de titre, etc. Ça reste invisible. Vous devez cliquer sur des boutons si vous voulez le rendre visible et il y a toute une partie du code en fait qui vous échappe. Au contraire, une syntaxe comme Markdown, c'est une syntaxe où toutes les balises textuelles qui permettent de structurer le texte sont intégrées directement dans le texte lui-même et vous permettent du coup en fait d'avoir un contrôle total sur ce que vous faites avec votre texte. Et c'est une syntaxe qui est extrêmement simple en fait et qui distingue en fait la mise en forme de l'aspect sémantique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense qu'on reviendra aussi sur cette question-là. Euh, Lorsque vous mettez un texte en gras, par exemple, il y a deux éléments. Il y a un élément esthétique, c'est-à-dire que le texte, effectivement, devient plus gros, il y a une autre police de caractère, etc. Et puis, il y a un élément sémantique. Pourquoi est-ce que vous mettez en gras? C'est parce que dans les codes actuels typographiques, mettre en gras, ça veut dire que ce mot-là, par exemple, est plus important ou que ce mot-là est un titre. Même chose pour les niveaux de titres, etc. Vous avez des différents niveaux avec des titres qui sont plus ou moins gros, de couleurs différentes, avec des petits 1, petit 2, etc., etc. Tout ça, ça se traduit typographiquement, esthétiquement, par une certaine mise en forme, mais en réalité, d'un point de vue sémantique, il n'y a pas besoin de cette mise en forme pour dire que ça, c'est un titre, ça, c'est un sous-titre, ça, c'est une citation ou autre. C'est quelque chose qu'on peut marquer par des balises. Et donc, le Markdown, c'est une syntaxe, un langage qui permet justement d'intégrer tout ça de manière extrêmement transparente. Et donc, par exemple, un lien dans Markdown, voilà, c'est l'ouverture du lien qui est entre crochets et puis le lien lui-même qui est suivi du lien entre parenthèses.
Les images, voilà, c'est le nom de l'image entre crochets et là aussi le renvoi vers le fichier entre parenthèses. Une citation, c'est simplement le petit braquet comme ça. Donc mettre ça, ça veut dire que c'est traduit par une citation. Les listes, c'est des points. Euh, les, les titres, c'est peut-être le plus important, c'est les dièses. Donc un dièse, ça veut dire titre de niveau 1, deux dièses, titre de niveau 2, trois dièses, titre de niveau 3. Et tout ça, en fait, ça vous permet, lorsque le mettez sur un cours en ligne, ça vous permet d'éditer directement votre texte. Donc là, voilà, je ne vous l'ai pas encore dit, mais tous les éléments du cours qu'on va discuter, tous les documents, etc., ce sera justement mis en ligne, non pas directement sur le cours en ligne, mais sur un pad auquel vous avez accès, donc qui est ouvert. Et comme ça, vous pouvez voir justement ce que j'attends un petit peu de vous. C'est-à-dire que lorsque vous avez cet outil, vous pouvez soit voir directement simplement le résultat, ou travailler uniquement sur la version Markdown, ou alors avoir l'écran divisé qui vous permet d'écrire et de voir en même temps directement ce que ça donne. Donc, voilà, je suis ravi. Pourquoi il veut plus? Alors si ça marche pas, je vais avoir l'air fin, mais je crois que je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave. Donc, toujours est-il que là, en tout cas, vous aurez votre propre code. Donc, vous pourrez demander. Alors là, vous voyez, on peut rendre le texte éditable, pas éditable ou autre. Donc, vous pourrez choisir aussi ce que vous voulez faire avec. Et là, vous voyez, le cours, c'est simplement, ben voilà, je fais précéder d'un dièse, ça devient un titre de niveau 1, et donc c'est traduit automatiquement par ça. Et au niveau de la, de la mise en forme, ça vous fait même un site que vous pouvez partager, où vous avez tout de suite un menu, etc. Alors d'ailleurs, chaque cours sera un petit peu sur le même format. On aura des éléments de débat, donc ce seront des textes à lire. Donc là, je vous ai mis déjà tout un ensemble de textes que vous pouvez déjà regarder un petit peu pour la prochaine fois. On regardera un petit peu la prochaine fois. On a parlé tout à l'heure de littérature industrielle. On fera aussi justement un cours et des débats autour de la question de ce que c'est que la création, la production machinique des textes. Et on verra que déjà dès le 19e siècle, on a eu cet imaginaire, ce rêve de produire, de générer du texte de manière automatique et que d'une certaine manière, les IA génératives qu'on a aujourd'hui ne sont que les descendantes de ce rêve d'automatisation de la production littéraire à l'époque. Et puis, on reviendra plus généralement sur ce que les humanités numériques ont fait aux études littéraires, en voyant, on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui, hein, ce que la numérisation massive des textes, ce que l'accès à des ordinateurs et à des téléphones portables et la distribution massive de ces dispositifs de production et de lecture a fait à nos propres manières, à nos usages et à notre pratique, à notre consommation de la littérature. Et je vous ai mis à chaque fois aussi, donc on aura une petite partie démontage, où là c'est plutôt des exemples, des outils, des textes de la littérature numérique ou autre, pour aller voir un petit peu ce qui se fait de manière expérimentale dans ce domaine-là. Euh, et puis, donc Cambouis, ce sera plutôt l'aspect justement technique. Je vous ai mis à chaque fois des exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Alors, ce ne sera pas seulement des outils d'IA, hein, parfois ce seront juste aussi des outils d'humanité numérique pour essayer de voir un petit peu comment, là aussi, l'accès au savoir, à la connaissance, au patrimoine livresque et textuel est transformé par sa numérisation. Et ah bah là, voilà, à chaque fois, je vous mettrai les citations les citations que je fais en cours. Du coup, vous pourrez suivre le cours et avoir accès directement aux éléments. Et donc là, vous, donc en présentiel, ce sera la première partie de la note, donc ce petit dossier
à rendre. Je vous ai mis du coup sur le cours en ligne un lien vers un lien d'inscription pour signaler votre site. Donc, puisque vous allez créer un site et vous allez pouvoir partager l'adresse de ce site, donc très rapidement, créez cette entrée et partagez-le avec tout le monde. Donc, moi, je me servirai de cette liste. C'est un fichier Excel en ligne. Vous pouvez remplir nom, prénom, l'adresse, etc. Et je m'en servirai aussi pour vous noter. Et ça vous permettra aussi de voir ce que font les autres et éventuellement, hein, si vous avez envie de faire un travail en réseau ou collaboratif, vous pouvez très bien renvoyer à ce que font vos camarades. Allez voir aussi, faire de l'espionnage industriel, allez voir ce que font les autres. Et pour les étudiants, donc ça, ce sera la même chose pour les étudiants en EAD et c'est tout ce que je demanderai pour les étudiants en EAD. Par contre, pour les étudiants en présentiel, il y aura aussi une présentation orale obligatoire. Donc là aussi, je vous demande, alors on verra ça plus en détail la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à vous inscrire déjà si vous avez envie tout de suite. Donc que vous puissiez faire un retour d'expérience. Donc la présentation orale, elle pourra avoir deux formats. Ça pourra aussi être combiné si vous préférez. Soit un retour d'expérience sur un outil ou une thématique. Donc, vous avez une application, vous voulez tester quelque chose, ou vous avez repéré un outil qui vous intéresse particulièrement. Vous le présentez, vous présentez votre mise en application. Quels sont les enjeux, les problèmes, les contraintes, les limites de tout ça, et on en fait une discussion collective. Ou alors, analyse d'article, comme je vous disais, ça peut être un retour, vous faites une synthèse sur quelque chose. On peut très bien imaginer même un dialogue entre plusieurs articles ou un dialogue entre plusieurs points de vue pour l'IA, contre l'IA, etc., etc. Sachant que ce que vous allez présenter à l'oral, vous pouvez aussi le réutiliser dans votre dossier par derrière. Donc en fait, vous pouvez affiner ce que vous avez fait. Oui. Non, si vous avez envie de faire une présentation à plusieurs ou de faire une présentation, vous parlez avec ChatGPT qui vous répond, c'est tout à fait possible. Non, 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 je vous dis, si vous avez, vous voulez faire ça à plusieurs, moi, ça ne me dérange pas si vous voulez faire quelque chose de collaboratif. Même à la limite pour le dossier, si vous voulez faire un dossier à plusieurs, moi, ça me va aussi. Mais simplement, il faut que ce soit clair dès le départ. C'est-à-dire que vous notiez, là, il y a une section commentaires, il y a une partie commentaire dans le truc. Vous pouvez dire, je fais le dossier avec telle ou telle personne, et du coup, on le fait à plusieurs. Oui. Et si donc dans la continuité, Alors, thématique, oui, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé d'être un dossier cohérent. Donc, si vous avez envie de faire des choses qui vont un peu dans tous les sens, c'est tout à fait possible. Voilà, mais si par contre vous vous dites, moi j'aimerais bien prendre par exemple la question écologique et travailler uniquement sur ça et faire différentes facettes, c'est aussi possible. D'autres questions? Et je vous ai mis les critères d'évaluation qui sont relativement classiques, on va dire. C'est vraiment, une fois de plus, transparence par rapport à l'utilisation des outils. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez vraiment le droit d'utiliser ces outils-là. Faites-le de manière critique et montrez-moi aussi que vous êtes capable, pas seulement de recracher ce que vous propose ChatGPT, mais d'avoir un point de vue critique dessus. Et pertinence par rapport aux thématiques qu'on va voir. Donc, on l'a dit, là, je vais mettre de manière un peu plus précise, je pense, d'ici la semaine prochaine, les grandes thématiques dont je vous ai parlé, hein, l'auteur, le corpus, etc., de manière à ce que vous puissiez avoir une vue d'ensemble aussi sur les outils et les thématiques qu'on va aborder, les concepts qu'on va aborder. L'idée, c'est un petit peu de partir de la théorie de la littérature. Allez, je vous mettrai aussi des bibliographies sur ces questions-là, mais je pensais par exemple au texte de Div Citon sur l'interprétation littéraire, à quoi servent les études de lettres justement, au texte de Alain Vaillant sur l'histoire littéraire. Donc tout ça, vous pouvez utiliser ça comme base et après vous dire, ben, qu'est-ce que les outils numériques vont faire à ces objets qui ont été théorisés depuis des décennies par des historiens de littérature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, des commentaires? Vous pouvez encore fuir, hein. Oui, Claire, on doit, en EAD, et c'est la même chose en présentiel, on doit créer un carnet de c'est ça, recherche en ligne exactement. sur Edge. Donc, Voilà, c'est ça. Alors, Edge Doc. si jamais
si vous préférez un autre format, si jamais vous avez envie de créer un blog WordPress ou que vous voulez faire une série de podcasts ou quoi que ce soit, c'est aussi possible, mais simplement prévenez-moi et dites-le. Et ce qu'un cherche en ligne, faire de manière collaborative. Oui. Si vous avez envie de le faire à plusieurs, simplement là aussi c'est pareil, soyez transparent sur qui fait quoi. Et si vous le faites à plusieurs, il faudrait qu'il y ait une petite note d'attention en disant voilà, on s'est séparé les tâches, un tel a fait ceci et cela. Et sur ce carnet, vous parlez des 6 courbillets, ça je ne comprends pas très bien. Ben, bah, en gros, là, vous voyez, c'est qu'il y ait au moins 6 objets différents que vous faites. Par exemple, un billet sur comment vous avez utilisé tel outil pour compter automatiquement les mots. Un billet sur les enjeux, sur la notion d'auteur. Un billet sur la notion de corpus. Enfin, voilà, il y a, ou alors une série, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, comme je disais, par exemple l'écologie de l'IA, c'est 5 ou 6 facettes ou points de vue différents qui font une espèce de discours construit. Moi, je disais c'était 2000 3000 signes. Ça vous fait, en gros, à la fin, ça fait à peu près 20 000 à 30 000 signes. Ça fait un petit article, quoi. C'est-à-dire on a un enjeu, par exemple l'enjeu environnemental, Oui. on pose son enjeu et on précise ce qu'on a trouvé sur le chat GPT, par exemple, sur ce sujet, ou comment on se positionne par rapport à ce qu'il y a dit. Voilà, où vous allez répondre à la question. Enfin, ça peut être aussi une problématique. Vous pouvez vous dire, bon voilà, par rapport à l'enjeu de la définition d'un auteur, comment les auteurs aujourd'hui le font? Vous pouvez faire des recherches sur Internet en vous disant quels sont les auteurs qui utilisent l'IA générative, quels sont les auteurs qui refusent complètement l'IA générative, et faire une petite synthèse là-dessus. C'est bon? Pas d'autres questions? Bon, alors je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à m'envoyer un message si nécessaire. Il y a l'outil discussion sur le cours en ligne. Ok, ouais. Au revoir. Et qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais, je fais bien, mais Pour les tests, c'est déjà une vitesse. pas trop facile.